la classe dont vous avez besoin. Vous avez peut-être vu ça dans le journal en fin de semaine, une lettre ouverte, puis qui est vraiment un collectif de signataires qui se présentent comme des citoyens de Montréal. Puis au départ, on parle des problèmes de Montréal, semble être critique de l'ancienne administration, de l'administration de Projet Montréal, de Valérie Plante. On dit on veut un gouvernement plus à l'écoute à Montréal, etc. Puis je me disais, les paragraphes d'après, probablement, qui vont nous arriver avec des demandes spécifiques, comme c'est souvent le cas là, chaque groupe de citoyens disait, nous autres, ça nous prendrait des ceci puis des cela. Alors, ce n'est pas le cas. C'est là qu'ils ont doublé mon intérêt, mon attention. Parce que l'intérêt, c'est l'intérêt collectif, c'est la dette de Montréal, c'est les intérêts énormes que les contribuables doivent payer sur la dette. Alexandre Brodeur, résident d'Annecy-Cartierville, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous êtes un des signataires de la lettre. Expliquez-moi votre motivation, parce que c'est rare. Généralement, quand des gens se mobilisent pour une lettre ouverte, là, c'est pour un intérêt particulier. C'est parce qu'ils veulent leur bébelle, leur affaire, leur secteur. Là, vous pensez, à l'avenir de Montréal, de l'ensemble. Ben, c'est exact. On est plusieurs citoyens engagés, impliqués dans les activités de l'arrondissement Annecy-Cartierville. Et puis, en fait, on veut une ville qui fonctionne bien. Et puis, tu sais, personnellement, je suis automobiliste, je suis cycliste, je suis piéton, je suis contribuable. Donc, tu sais, les différents rôles sont exercés. Puis, c'était un appel à l'action, en fait. Puis, comme vous l'avez mentionné, il y avait des constats dur par rapport à l'ancienne administration, puis la manière dont des projets ont été menés sans consultation véritable dans beaucoup de cas. Dans plusieurs cas, une séance de consultation, entre guillemets, virtuelle qui devient une séance d'information. On charcute des artères sans regarder les impacts, sans analyse de risque. Puis vous avez amené l'aspect des finances publiques également qui est extrêmement critique pour nous. Là. Mais qu'est-ce que ça prendrait pour que ça marche? Écoutez, on prétend pas avoir une recette miracle, mais on croit définitivement que ça prend un focus, un retour sur les missions essentielles de la ville. C'est pas sexy faire la collecte des déchets efficacement, réparer les routes, s'assurer de fournir des bons services d'aqueduc, de veiller à ce que les infrastructures soient en bon état, mais les missions de base d'une ville, c'est exactement ça. Et les taxes que les citoyens et les commerçants paient, c'est exactement ça. Ouais. La dette de la ville, vous dites presque 7 milliards de dollars. Une pièce sur 6 maintenant qui est payée par les contribuables en taxes va juste pour payer les intérêts sur la dette. Ça prendrait quoi? Une cure minceur? Je sais que l'administration en place a dit qu'il voulait réduire, je pense que c'est 1000 cadres, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il faudra en faire encore plus? Est-ce que Montréal est dû pour un grand ménage? Je pense qu'on est vraiment dû pour un grand ménage. Ensemble Montréal avait mentionné dans sa plateforme de réduire le nombre d'emplois de 1000 emplois de mémoire. C'était pour les postes de cadre supérieur. Mm-hmm. Si ma mémoire est bonne, ça l'avait augmenté de 3 à 4 000 emplois de plus pendant l'administration précédente, là, pendant son règne de 8 ans. À un moment donné, je pense que c'est de se poser la question, est-ce que ces emplois-là accroissent la qualité des services à la population? Quand on voit le niveau d'insatisfaction qui avait été fait, les collectes d'ordures qui étaient rendues aux 2 semaines, des pistes cyclables qui ont eu... Et on n'est pas contre la mobilité durable, c'est important de le mentionner, mais je pense que c'est de le faire d'une manière que tous les usagers soient bien desservis. Des commerçants désemparés qui sont venus dans les conseils d'arrondissement, mentionner leur situation, mentionner la perte de l'accès à leur commerce, la complexité des livraisons, le fait que les gens changent leurs habitudes, c'est beaucoup de chantiers à appliquer pour redresser Montréal. Parce que vous considérez dans votre texte, vous dites qu'il y a des pistes cyclables qui vous apparaissent avoir été à un certain point imposées de façon idéologique, là, où il n'y avait pas le gain en matière de transport n'était pas proportionnel aux inconvénients, ou est-ce que si on avait mis les mêmes millions, vous dites par exemple dans du transport collectif ou dans d'autres moyens, on aurait pu, selon vous, aller chercher des meilleurs résultats? Ben, définitivement. Je pense pas que quand le gouvernement du Québec éponge des déficits de la STM, c'est pour un projet de SRB, REV, mais qui essentiellement enlève des voies, entrave la circulation. Puis il y a des conséquences. Par exemple, la piste cyclable Henri Bourassa, c'est extrêmement difficile de se déplacer. Il y a une seule voie effective pour aller tout droit. Si on tient compte des obligations de virer à gauche, la voie réservée d'autobus, l'autobus doit changer et quitter sa voie réservée à beaucoup de moments. Donc, c'est extrêmement compliqué. Puis, à un moment donné, même pour le transport, pour moi, c'est un projet qui avait été fait qui n'est pas un projet de transport structurant.
comme usager du transport en commun, d'autobus, par exemple, 2 fois par semaine minimum, à ce moment-là, c'est devenu plus difficile de se déplacer après qu'avant. Souvent, les enjeux de sécurité vont être évoqués. J'ai des jeunes enfants qui ont failli avoir des accidents parce que des vélos circulaient à l'envers sur le corridor de piste cyclable. Donc, à un moment donné, les analyses de risque, c'est de se demander comment la situation de départ, c'est quoi les choses qui peuvent arriver, les probabilités, c'est quoi les conséquences, mais surtout, est-ce que le projet qu'on a en tête introduit des nouveaux risques? Est-ce qu'il réduit les risques? Est-ce que vous avez confiance? Ça va être un peu ma dernière question pour la conclusion. Est-ce que vous avez confiance dans l'administration qui vient tout juste d'être élue, là, qui prend à peine les rênes de Mme Martinez-Ferrada, de son président de comité exécutif, Claude Pinard? Est-ce que vous avez confiance qu'ils vont pouvoir redresser Montréal dans le sens de ce que vous espérez? On est confiant. Les signaux qui sont envoyés, leur slogan était « Écouter et agir ». Et puis, M. Pinard, je sais que par rapport à Tatekan, il y a eu des interventions en ce sens-là pour regarder comment accommoder, comment minimiser les inconvénients pour s'assurer que les différentes clientèles soient bien desservies. On a reçu des signaux positifs et on a envoyé à quelques élus, dont M. Pinard, la lettre ouverte qui a été publiée dans vos pages également. Et la rétroaction a été très positive. Il nous remerciait pour les suggestions et nous assurait d'une volonté d'agir de manière à redresser les finances publiques, à être focus sur les missions essentielles de la ville. Bien, on va surveiller ça. C'est un mandat qui s'amorce, un nouveau mandat municipal. On va voir quelle direction ça va prendre. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie.